Et une fois de plus, les performances des coureurs cyclistes suscitent l'admiration autant qu'elles interrogent. Il n'y a qu'à faire un tour sur les réseaux sociaux pour constater que la suspicion est partout. Les coureurs du Tour sont-ils surhumains, dopés ou simplement bien entraînés? On va en parler avec vous, Raphaël Faïs. Bonsoir, vous êtes responsable du centre de recherche, responsable de recherche au centre de recherche et d'expertise dans les sciences antidopage à l'université de Lausanne en Suisse. Je peux juste dire que je ne triche pas, je monte avec mes jambes. Ce sont les mots de Tadej Pogačar sur qui les soupçons pèsent le plus tellement il survole ce Tour de France. Est-ce qu'il est possible humainement qu'il ne soit pas aidé par une quelconque substance dopante interdite ? Bonsoir, oui, vous le dites vous-même dans votre introduction, en fait la suspicion elle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Si on regarde aussi les analyses d'experts et puis le constat en fait, de la lutte antidopage, on sait que Tadej Pogačar est un coureur qui est extrêmement contrôlé. On a ces valeurs qui sont scrutées, les valeurs des autres coureurs également. Alors également, c'est clair que ça suscite aussi l'interrogation des autres coureurs au sein du peloton, mais on va quand même parler du Tour de France qui est l'épreuve la plus médiatisée, pour laquelle on a des coureurs qui sont les mieux préparés au monde. Et puis ce qu'on constate, c'est effectivement qu'on a certains coureurs qui sont capables de fournir des efforts extrêmement intenses et puis qui finissent à quelques minutes ou quelques secondes d'un Pogačar aujourd'hui, et d'autres qui sont contraints justement de laisser plusieurs minutes parce que ce n'est pas forcément leur rôle ou leur objectif, tant le Tour de France va aussi polariser les forces des sprinters, des grimpeurs parfois. Et puis pour le classement général, on a aujourd'hui un écart de 4 minutes. Ce n'est pas un écart qui est anodin, certes, mais on a vu d'autres Tours de France avec des écarts similaires sans forcément qu'on ait trop de suspicion. Si on regarde l'année passée, à une année d'intervalle, eh bien on a le même climat de suspicion parce qu'on a un coureur qui semble être supérieur aux autres. Et donc forcément, on va partir du principe qu'on va questionner ses performances ou la légitimité de ses performances. D'un point de vue purement antidopage, on sait que le dopage sera défini comme une violation des règles, notamment peut-être la présence de substances interdites dans son organisme. Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de preuve de ce dopage-là. Et puis, on doit partir vraiment du principe que ses performances, il les fait aussi avec ses jambes, comme le reste du peloton. Mais est-ce qu'on peut avoir une explication rationnelle, physique? Il est hors norme génétiquement, Tadej Pogačar? On va dire que le sport d'élite, le sport de compétition, a fortiori le Tour de France, va mettre en lumière des exceptions. On va vraiment cristalliser des performances qui sont exceptionnelles. C'est aussi le spectacle du Tour de France qui veut ça. Alors, est-ce qu'avec un coureur comme Tadej Pogačar, on a vraiment un cumul d'adaptation favorable à ces efforts d'endurance qui fait que c'est une exception générationnelle dans ce peloton, ou alors est-ce qu'on peut légitimement se questionner sur une problématique de dopage? Ce qu'on sait, c'est qu'on a des échantillons sanguins et urinaires qui sont conservés maintenant aussi pendant plusieurs années. Et puis, si on arrive dans ces prochaines années peut-être à améliorer des techniques antidopage, il est tout à fait possible qu'on revienne en arrière puis on constate qu'on a été un peu naïf de croire à ses performances. Mais jusqu'à preuve du contraire, eh bien, effectivement, c'est un coureur exceptionnel au sens qu'on aime les exceptions aussi dans le sport de compétition et puis qu'on admire ces performances-là aussi. Aujourd'hui, il est impossible de détecter à l'œil nu une personne dopée? C'est une question qui fait un petit peu sourire parce que ça reviendrait à dire que vous êtes capable de savoir ce qu'il y a sous le capot d'une voiture ou alors en regardant simplement une voiture, vous allez voir combien il reste d'essence dans le réservoir. Évidemment, ce n'est pas possible à ce jour. Et puis, une impression de facilité, c'est aussi un message qui est envoyé aux adversaires. Donc, les coureurs savent désormais qu'ils sont sur les réseaux sociaux. On sait qu'on a eu Lenny Martinez avec son bidon collé, ces images qui font le tour du monde. On a chaque seconde de l'étape qui est scrutée, qui est analysée, qui est commentée par des spécialistes ou des non-spécialistes. Et donc, forcément, on va avoir dans ce contexte aussi un message qui est envoyé aux adversaires si on dégage une impression de facilité. C'est une constante vraiment chez les sportifs d'élite d'être capable d'avoir ce masque et puis de dégager parfois une impression de facilité même s'ils sont à l'effort maximal. Il y a aussi parfois le matériel qui attire la suspicion d'un dopage mécanique. Est-ce qu'il est testé lui aussi? Alors,
On sait qu'on a eu des suspicions il y a quelques années. L'UCI a mis en place tout un système de contrôle avec des rayons X pour essayer de détecter des anomalies potentielles. On a maintenant aussi la possibilité, avec des capteurs de télémétrie qui permettent de suivre les coureurs avec des GPS, aussi d'utiliser des puces qui vont détecter des champs magnétiques qui seraient activés si on a un moteur qui est utilisé. Donc on a de nombreuses possibilités, mais on sait maintenant aussi qu'on a dans le Tour de France les coureurs et leur matériel qui sont scrutés, qui sont analysés, qui sont sous le feu des projecteurs en permanence. Donc ce serait extrêmement compliqué de mettre en place toute une logistique de dopage mécanique certainement. Et puis là, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un coureur qui gagne une étape soit détecté avec un tel type de dopage, parce que le risque serait vraiment trop grand à mon avis. Malgré toutes ces suspicions qui entourent les coureurs cyclistes, il n'y a jamais eu autant de monde sur le bord des routes. Comment vous l'expliquez? Le rêve est plus fort que la crainte d'une nouvelle déception? On a vraiment aussi un spectacle qui va mettre en avant une forme de gladiateur des temps modernes. On admire quand même la performance des coureurs parce qu'on sait qu'ils doivent enchaîner des étapes de 150, 200 km au quotidien. Et puis, on a aussi une mise en lumière de magnifiques paysages que la France a à offrir. Et donc, forcément, ça donne aussi une opportunité de faire partie d'un événement qui est énorme et puis qui a l'avantage d'être gratuit. Donc, on a aussi une grande fête populaire autour de ces courses cyclistes parce que on se rend compte que les cyclistes eux-mêmes, ils sont aussi très abordables et puis ils sont ouverts, ils sont disponibles avant les étapes, après les étapes, peut-être un peu moins aussi en raison de la fatigue. Mais très clairement, on a avec ces coureurs aussi un moyen de s'identifier, parce que c'est un sport qu'on peut pratiquer, peut-être pas à la même vitesse, mais on peut monter les mêmes cols, circuler sur les mêmes routes, et puis admirer ces coureurs une fois dans l'année. Une dernière question. On sait que l'intelligence artificielle révolutionne nos vies en ce moment. Est-ce qu'elle peut aider à déceler le dopage, par exemple? Dans nos travaux de recherche, on a un regard tout particulier sur les performances des athlètes. La volatilité des performances est aussi un indicateur qui peut être aussi justement un indice de dopage potentiel. On sait maintenant que l'Union cycliste internationale, mais également AITIE, donc l'agence de contrôle international, qui effectue les contrôles antidopage pour l'UCI et aussi également dans le contexte du cyclisme international, vont désormais aussi analyser ces performances. On a les moyens technologiques désormais d'avoir toutes ces données, chaque seconde de puissance, de vitesse, de fréquence cardiaque qui sont enregistrées, peuvent certainement permettre de détecter des patrons de performances peut-être anormaux. Et puis, très certainement, on aura les moyens d'être beaucoup plus efficaces dans la lutte antidopage avec ces outils technologiques qui sont déjà en place. Le grand public ne le sait pas forcément. C'est aussi un moyen de garder un petit coup d'avance sur les athlètes. Mais ce sont des choses qui sont déjà en place et utilisées, pas forcément à grande échelle, mais de façon très ciblée et relativement efficace. Merci beaucoup Raphaël Faïs d'être intervenu sur l'antenne de France 24.